Ah mais grave. Ah mais tellement content de te retrouver 2 semaines et demie après, exactement au même endroit. Mais il s'est passé tellement de trucs entre temps. Franchement, je suis trop content. Attends, ça te dit, on se décale un peu de la gare là parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Putain, mais t'as bonne mine en plus. T'es allé où? À la montagne. Ah ouais, t'as dû kiffer parce que là, il y avait la canicule en ce moment. Ouh. Moi aussi, j'ai bronzé, ouais, je sais. Ah, c'est vrai que c'est la mer, ça donne des couleurs. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé pendant ces vacances. Mais meuf, c'est incroyable. Il faut trop que je te raconte, meuf. C'est un truc de fou, quoi. Ça va là? Ça part sur du sexisme ou quoi? Pourquoi ce serait forcément une meuf qui raconterait ses vacances avec enthousiasme en fait? Attends, tu vas pas commencer direct. Je t'ai fait revenir parce que je sais que tu t'ennuyais, mais là tu le fais exprès. Tu sais très bien qu'un mec qui raconterait ses vacances, il sera en mode « Ah, t'as passé de bonnes vacances? Bah ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Vas-y, ça part sur un petit kebab? Vas-y. » Bon, ok, c'est vrai, t'as raison. Bon, il s'est passé quoi du coup? Parce que moi, ça fait trop longtemps que j'en loupe des trucs, en fait. Ok, alors on va y aller progressivement avec les nouveautés. Première chose, j'ai une nouvelle casquette, toute noire, toute neuve. Alors c'est le même modèle qu'avant, mais j'en avais marre d'avoir mon modèle plus noir, délavé. Donc ça y est, voilà, on se refait une beauté. En fait, pour moi, là, c'est comme un nouveau départ. Vous allez voir, il s'est passé tellement de trucs. Et deuxième nouveauté, c'est les lunettes. Alors voilà, on m'a dit dans ma famille que mes lunettes faisaient fille. Donc, j'ai réquisitionné ma grand-mère et ma sœur pour m'acheter des nouvelles lunettes qui font bonhomme. Et maintenant, ça y est, c'est la famille, je suis un bonhomme, si t'as vu. Attention, autre nouveauté. Non, il n'y a rien de nouveau par là. C'est en bas que ça se passe. J'ai des nouvelles chaussures, ça y est. Voilà, le modèle, en fait, c'est le même modèle qu'avant. Sauf que là, elles sont toutes neuves. Voilà. Donc, je commence tout juste à les utiliser. J'ai des nouvelles chaussettes aussi. Donc, au niveau des pieds, bah, c'est parti. Hein. Là, on va avoir du lourd. Et je vais me faire un petit ravito avant de partir. Allez, c'est tout bon. J'ai toutes mes denrées. J'ai tellement de trucs à vous dire là, je sais pas par où commencer, mais pour pas vous embrouiller, et il y a peut-être des personnes qui me découvrent avec cette vidéo, donc je refais un petit brief. Je suis en train de faire l'Exatrek, la traversée de la France à pied. Je viens de passer les 1000 km. C'était il y a 2 semaines et demie en fait où je suis arrivé à Modane, donc c'est la barre symbolique des 1000 bornes. Et là, je reprends après des vacances en famille. Mon objectif, c'est d'aller jusqu'à mi-octobre, le 15 octobre, et de faire la moitié de l'Exatrek, c'est-à-dire 1500 km. Donc là, vous voyez la carte générale de l'Exatrek. Donc moi, je suis parti tout en haut à droite. Je suis parti à la frontière allemande. J'ai déjà descendu tout ça. Je suis passé au lac Léman, Chamonix. Et là, je viens de passer la Vanoise et je suis donc à Modane. Et là, l'idée, en fait, c'est jusqu'à ma pause. Je vais faire tout ça, les écrins. Ensuite, tac, je vais passer au sud de Grenoble, le Vercors. Et je m'arrêterai ici à Viviers, juste au sud de Montélimar, qui sera donc exactement la moitié de l'Exatrek que je terminerai l'année prochaine. Donc là, on est samedi. Je suis arrivé ce matin, là il est 14h. Comme vous le voyez, je suis en super forme. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller me prendre un petit sandwich, manger sur place, comme ça après j'aurai mangé. Et dès que j'attaque dans les montagnes, je commence à vous raconter un peu. Mais en tout cas, là je suis dans une optique. Je sais pas où je vais ce soir. L'idée c'est de se remettre un peu en marche. Ça a été pas facile, enfin en tout cas ça a été quand même une sacrée coupure dans ma tête, donc là l'idée c'est déjà de se remettre un peu dans les montagnes. Bon, j'avais oublié que j'étais de nouveau en montagne et qu'il n'y a pas grand chose ouvert dans ces coins là, surtout que là Modane c'est pas touristique, donc je suis retourné à Auchan pour mon pique-nique et j'ai racheté aussi des trucs parce que en fait je me suis rendu compte que vers là où j'allais il y a très peu de ravitaillement, ça va être très sauvage. Donc là grosso modo moi j'étais arrivé par là. Donc j'avais descendu, là-bas il y avait la pointe de l'observatoire, le sommet à 3000. Et là, je vais repartir par là, direction le col du Lautaret, qui sera la fin officielle de l'étape 2. Là-bas, c'est la station de Valfréjus où je vais arriver assez rapidement. Alors encore une fois, on m'a dit ouais, entre Modane et Valfréjus, c'est pas terrible, fais du stop. Mais non, je refuse. Je veux faire tous les moindres kilomètres de l'Exatrek avec mes petits pieds. En plus, là, c'est la reprise, donc c'est pas grave. Et il y a un truc aussi que je viens de me rappeler, c'est que je me suis dit ah ouais, mais j'ai un générique en fait pour mes vidéos. Ça m'était sorti de la tête. C'est à la fois par rapport à la pause, mais aussi parce que je me sens de plus en plus éloigné du Théo de décembre 2025. Mais je tiens quand même à garder le générique jusqu'au bout. Donc c'est parti, on va faire une transition entre le Théo heureux d'aujourd'hui et... Décembre 2025, ma vie parisienne tourne en rond. Batcher des mails, matcher des meufs, mater des matchs, rien n'a plus aucun goût et je commence à plus en voir le bout. Et si on partait à l'aventure?
Oh, ça fait peur, mais en même temps ça fait rêver. Alors lève-toi mon gars, 2026 c'est l'heure de l'exarche. Chargement des équipements. Pendant 5 mois, je vais traverser la France de l'Alsace au Pays Basque. 3000 km de marche, 140 000 mètres de dénivelé positif. Soit 15 fois l'Everest. Bam, prends ça Inoxtag. Embarquez avec moi dans cette folle aventure à travers les montagnes françaises, à la rencontre des bêtes sauvages, des marcheurs aux 1000 visages, de la gastronomie et des plus beaux spots de bivouac. Allez, je quitte tranquillement Modane. Alors je vous l'accorde, c'est pas forcément fascinant comme endroit. En fait, je suis sur une espèce de route à moitié en travaux, il y avait une barrière à l'entrée. Là-bas, il y avait une sorte de tunnel. Je suis pas passé dans le tunnel parce que de toute façon, ça me tentait pas du tout. Je suis passé à côté, il y avait un chemin. Là, je sens que j'ai les pieds qui chauffent quand même. Parce que chaussures neuves, chaussettes neuves, j'ai pas mis ce sparadrap, donc on va voir si ça fait des ampoules ou pas. Mais à votre gauche, l'autoroute A43, aussi appelée l'autoroute de Maurienne. J'en profite pour vous préciser que Modane, c'est effectivement au bout de la vallée de la Maurienne. Voilà, pour le petit point géographie. Et donc là, je vais passer sous l'autoroute. En fait, je blague pas quand je dis que j'aime bien ces moments-là, parce que en fait, déjà passer sous une autoroute, à côté d'une autoroute à pied, je trouve ça intéressant. Ça permet de voir ça sous un autre œil que quand tu y passes en voiture à 130 à l'heure. Ça permet de voir finalement l'impact d'une autoroute sur un environnement naturel. Et puis ça permet surtout en fait, avec ces lunettes, vous ne me voyez pas du tout quoi. Je peux vraiment bluffer quoi. Je peux bluffer. Et donc ça permet de contraster avec l'arrivée sur un paysage complètement paradisiaque, naturel, avec des animaux quoi. C'est ça qu'il faut, c'est du contraste. Petite pause pour reposer mes pieds à côté d'une fontaine. Voilà, j'ai retrouvé un peu plus de calme. Là, je suis plus dans la ville. Ça fait du bien. J'y vais mollo sur mes pieds avec la reprise parce que là, ça chauffait quand même bien. Je sentais que ça frottait. J'avais mal aux pieds quoi en montant. Donc c'est lié à la fois à la route d'asphalte qui est très dure et ça, c'est dangereux pour les pieds. Enfin, ça fait mal. En plus de ça, mes pieds, ils sont plus habitués et en plus de ça, c'est des nouvelles chaussures. Donc je fais gaffe à ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui je marche peu. Et je voulais vous expliquer un premier truc par rapport à mes vacances. En fait, on était à Soulac-sur-Mer, donc en bord de mer. On a loué une maison, on était une quinzaine pendant 15 jours. Et moi, c'était important de garder la forme quand même, parce que j'ai atteint quand même un certain niveau physique sur l'Exatrek et je voulais pas tout perdre, sachant qu'en vacances, on mange beaucoup de Nutella, de sucre, de glace et de trucs où on se fait plaisir. Je tenais à aller à la plage à pied à chaque fois. Eux, ils y allaient souvent en voiture ou à vélo, mais moi, c'était tout le temps à pied, tout le temps. Donc, c'était à peu près une demi-heure aller, une demi-heure retour. Donc, j'avais mon heure de marche quotidienne. Et je me suis mis à faire des footings sur la plage dès le premier jour, je crois. Et ça m'a vraiment étonné parce que d'habitude, j'ai horreur de courir. Et là, en fait, dès le premier jour, je me suis senti tellement en forme sur la plage en courant que j'étais pas essoufflé. Je me sentais comme porté. Et du coup, je faisais 20 minutes de course à un rythme assez élevé tous les jours. Au bout d'un moment, il y a mon frère qui m'a rejoint. Il courait chaque jour avec moi aussi. Et lui, il est assez sportif. Et il me disait qu'il avait du mal à suivre mon rythme et tout, alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Donc là, j'étais assez flatté de ça. Et j'étais vraiment content de voir en quelle forme j'étais. Il y a quelque chose que je tenais absolument à vous montrer en début de cette reprise. C'est quelque chose qui s'est passé avant mes vacances, en gros au moment où j'ai arrêté. J'ai reçu un colis d'Aurélie et Brice qui me suivent assidûment et ils m'ont envoyé pas mal de trucs. Alors déjà des petites barres comme ça aux amandes, j'ai jamais testé encore, je vais goûter, ça a l'air vraiment cool. Ensuite, c'est 2 petits pots caramel au cognac avec pâte à tartiner, miel et noisettes bio. J'en parlais à l'instant. Et ce qui m'a profondément touché, c'est ça en fait. C'est ce que Aurélie m'a conçu dans sa bijouterie. Donc c'est un petit, comment on pourrait appeler ça, un petit porte-clés avec mon logo Ciao Panam, mais surtout de l'autre côté, et c'est une image, une photo de mon petit chat Buddy
que j'ai perdu. Donc Buddy, le frère de Tango. Maintenant, ce qui est pratique, c'est que je les ai tous sur mon sac. J'en ai parlé dans ma vidéo où j'étais en face du Mont Blanc. Voilà, je disais que j'étais triste, que je repensais à lui, et je trouve ça vraiment magnifique qu'elle m'ait fait ça parce que ça m'a totalement surpris. Je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Donc elle a pris en fait la capture d'écran que j'avais mis de la photo que j'avais mis dans ma vidéo avec le petit B en dessous. Et ce qui est trop mignon, c'est ça. En fait, il y a la petite patte, mais je trouve ça tellement génial parce qu'en fait, c'est élégant, c'est petit. Et bah, ça me permet finalement de l'avoir aussi avec moi parce que c'est vrai que je pense beaucoup à lui. Et c'est trop cool aussi d'avoir le logo derrière parce que comme ça, bah, si je croise des gens et tout, je leur dis, je veux leur parler de ma chaîne, hop, j'ai mon logo à disposition. Donc c'est vraiment trop chouette d'avoir ça. Donc ça n'a pas de prix. J'avais du mal à trouver les mots d'ailleurs pour la remercier. Je me suis clairement mis à pleurer en ouvrant le colis. En fait, moi, je suis toujours très sensible aux cadeaux comme ça qui ont une valeur symbolique, une valeur sentimentale, pas forcément une valeur financière. Parce que, en fait, moi-même, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller faire un bijou avec sa photo, avec ce petit machin, le logo derrière et tout. J'aurais jamais eu cette idée-là. Donc, du coup, pour moi, c'est ça les meilleurs cadeaux. Merci Aurélie Brice et votre petit chien Tao. Ambiance station de ski, mais estivale on va dire, mais très très calme. Ça sent vraiment la fin de l'été là. C'est les derniers vacanciers. C'est vraiment bon. Après peut-être que il y a peut-être rarement du monde ici. Ça fait peut-être pas The Station comme Ting, mais en tout cas, ça sent quand même la fin d'été. Qu'est-ce que c'est que ce truc à votre avis? Réponse dans 3, 2, 1, bam, bibalaboum. Voilà ma tente, voilà mon spot de bivouac pour ce premier soir. Je suis un peu encaissé parce que en gros là c'est la vallée qui monte comme ça. Et puis en plus là j'ai les sapins vraiment juste à côté. Et en fait je suis à côté d'une sorte de cabane, un truc. Alors c'est pas forcément indiqué sur l'application. Il y avait un spot indiqué un peu plus loin sur l'application, mais apparemment c'est difficile d'accès. Donc il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait bivouaqué là. D'ailleurs c'est Rémi avec qui j'avais marché dans les Vosges. Et donc voilà, c'est pas forcément officiel, mais bon là il y a personne dedans et je laisserai aucune trace. Donc au moins c'est plat. Alors c'est sûr que c'est pas le spot de l'année parce que j'ai pas de vue. Moi j'aime pas trop les spots où j'ai pas de vue comme ça. Mais en tout cas j'ai trouvé un endroit un peu plus haut pour pouvoir manger. Là, ce qui est pas mal, c'est que il est 19h15 seulement. Donc j'ai installé assez tôt. Là, je vais manger tôt. Et demain, en plus, j'ai une belle journée qui m'attend. Et il va faire beau. Et donc, voilà où je me suis mis. Donc la tente est derrière ça. Pour manger, c'est juste là, un promontoire. Je croirais un peu dans le Roi Lion. Enfin, un promontoire. Enfin bon, ne nous emballons pas non plus. Hein. Et là-bas, vous voyez que il y a encore du soleil. Et d'ailleurs, ça, c'est le coin à peu près d'où je viens. Donc, c'est pas par là que j'irai. Mais c'est quand même sacrément joli. Il est 20h. Pile pétante. Je viens de manger des trucs. Je veux la flemme de vous montrer. Et voilà, il fait vraiment froid là. Enfin, c'est en train de vraiment de se coucher. Donc, voilà, je vais aller moi-même me mettre dans la tente. Et puis, je vais faire le montage de cette journée comme ça. Je vais reprendre de bonnes habitudes. Chaque soir, la journée écoulée, de monter. Et on se retrouve demain pour du très très lourd. Allez, à demain. « 7h30. Réveillé tôt, mais couché tard parce que j'avais terminé le montage à 21h30. Mais je me suis pas endormi, je crois, avant minuit et demi. Ça cogitait, j'étais un peu dans une euphorie et puis surtout que voilà, j'avais plus l'habitude de me coucher si tôt en fait. Pendant les vacances, je me suis couché des fois à 1h, 2h, 3h du mat. Allez, je vais remballer la tente et je vais me prendre un petit déj. Je vais commencer à marcher et puis je me prendrai un petit déj peut-être au bout d'1 heure. Une fois que j'aurai un peu de vue parce que là il fait très froid. Allez, 8h pétante. C'est reparti pour cette journée.
Donc là, je vous ai pas précisé, mais j'ai bivouaqué à 1600 mètres d'altitude, hein, donc j'étais quand même haut, donc pour ça qu'il faisait froid. Mais là, aujourd'hui, j'ai monté à 3000 mètres d'altitude, on va dépasser les 3000. Quel plaisir de retrouver ce petit soleil du matin. Il est 9 h, mais surtout cette montagne. Oh là là, c'est magnifique. Là, j'ai pris un peu de hauteur, donc la vue commence à se dégager. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable. En fait, avant de faire ma pause à Modane, j'avais un peu de blues, quoi, de quitter cet environnement-là que j'adore tellement. Et là, bah, franchement, mais avoir une vue comme ça, c'est vraiment incroyable. Et quel plaisir aussi de retrouver les petits repas lyophilisés. Oh là là, vous m'éblouissez. Arrêtez. Là, je pense que dans cette nouvelle période, je vais encore plus savourer finalement mes repas lyophilisés parce qu'il va faire très froid le matin, très froid le soir. En fait, dès que le soleil va disparaître. Donc là, un petit déj, par exemple, je me demandais ce que je mangeais ce matin, mais un petit déj bien chaud, là, porridge aux framboises. Déjà, ça va être bien solide dans mon ventre. Et puis, ça va vraiment me faire plaisir en termes de goût. Les petits déj en plus sont très bons. Donc, on reprend les bonnes habitudes. Vous avez toujours 12% sur tout le site Lyophilisé & Co avec mon code. Que ce soit les petits déj, les repas, les desserts aussi. J'ai de la mousse au chocolat que je vais goûter. Bref, voilà. Et vous avez aussi des packs comme le pack qui m'avait envoyé pour 5 jours. Vous avez des packs style 2 jours, 3 jours, 5 jours. Avec tout, en fait, matin, midi et soir. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pendant que ça chauffe, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Alors, il y aura pas mal de blabla dans cette vidéo, mais bah voilà, forcément, on s'est pas vu depuis longtemps, donc j'ai plein de trucs à vous partager. Mais je vous rassure, il y aura aussi de super paysages. Donc là, déjà, première chose, j'ai vu un post hier de l'Exatrek sur Instagram. Et en fait, il y a le record de l'Exatrek qui a été battu. Il s'appelle Karel Sab, c'est un Belge. Et dites-vous, il a fait ça en 33 jours, les 3000 km en fait, l'intégralité de l'Exatrek. Enfin bref, c'est un truc de ouf, c'est même plus de la rando, là c'est vraiment du trail où il court, enfin voilà, c'est vraiment de la performance physique. Pour moi, c'est pas du tout la même expérience que ce que je vis. Et dites-vous que j'ai vu un post, à la fin, il lui restait 500 km à faire et il les a fait genre en 6 jours. Enfin, c'était là il y a 6 jours. Moi j'ai 500 km à faire, là je vais les faire en plus d'un mois et demi, donc évidemment ça n'est pas le même sport. Donc moi je suis partagé quand je vois ça, j'ai forcément une pensée où je me dis en fait j'ai de la peine pour lui, je me dis mais le pauvre il a pas pu profiter de tous ces beaux paysages parce que forcément il a passé son temps à courir, mais après je dis ok, on est dans de la performance sportive, donc finalement quitte à faire de la performance, entre faire ça sur un tapis roulant dans une salle de sport et puis être dehors dans des paysages comme ça, c'est cool. Et c'est comme voilà, les gens qui font des traversées en bateau, ils sont pas en train de profiter des poissons et de regarder la brise, quoi. Ils sont en train de faire de la performance, le Vendée Globe. Mais j'espère qu'il aura l'occasion de revenir dans ces beaux paysages dans des conditions plus calmes, on va dire. Allez, assez parlé, assez de blabla. Je pense que le porridge est prêt. Alors d'ailleurs, mon papy, qui est très assidu sur mes vidéos, d'ailleurs je le salue, il m'a fait un retour sur mes repas lyophilisés. Il m'a dit « alors oui, c'est pas très appétissant ». Alors effectivement, c'est peut-être pas très appétissant visuellement, là regardez le porridge est prêt, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que faut mettre ça en perspective avec le cadre, le contexte dans lequel je mange ça. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais que je vais pas trouver de magasin, ni de boulangerie, ni de quoi que ce soit pendant longtemps. Et si je trouve des trucs, ça sera des petites supérettes, il n'y aura pas grand-chose et ça sera cher. Donc on ne peut pas comparer ça avec le petit déj qu'on se sert, voilà, dans sa maison, au soleil, sous la petite véranda, avec les petits flocons d'avoine qu'on est allé chercher au magasin bio, les petits fruits qu'on est allé chercher chez le primeur et tout. Voilà, c'est forcément pas comparable. Ouais. Excellent, très très bon.
Je suis actuellement en train de pique-niquer en dessous du mont Tabor. Donc le mont que vous voyez là, c'est le mont Tabor. Moi je suis à 2700 mètres d'altitude avec ce paysage vraiment grandiose. Et le mont là, il est à 3100 mètres. Il est 13h55 sur Ciao Panam. Et en fait, moi, en gros, il y a 3 options par rapport au mont Tabor. La première option que j'envisageais à la base, attendez, je vais quand même regarder, c'était d'y monter cet après-midi et de redescendre en gros plus loin là-bas vers un spot de bivouac après quoi. Le problème, c'est que quand je suis arrivé là, en fait, je me sens quand même un peu fatigué là en arrivant ici. J'ai eu du mal à finir. J'ai quand même fait 1100 mètres de montée, donc c'est quand même énorme hein, comme dénivelé pour une journée de reprise. J'ai fait 10-11 km, ce qui est pas énorme, mais voilà, faut toujours pondérer avec le dénivelé. Donc avant la pause, j'étais prêt à enquiller des 1500-2000 faciles, mais là, il faut quand même que je me remette dans le rythme. Donc le problème, c'est que là, déjà, j'ai un peu la flemme d'y monter, et puis ça veut dire qu'il va falloir un peu que je me speed pour après arriver à un bivouac. Donc ça, c'est l'option 1, du coup, que je n'envisage plus. Option 2, c'était éventuellement de bivouaquer là-haut. Parce que ça, je l'ai jamais fait, bivouaquer en haut d'un sommet. Surtout là, à plus de 3000, ça a l'air incroyable. Apparemment, il y a un endroit où on peut se mettre. Le problème, c'est que j'ai regardé la météo. Il va faire 2 degrés cette nuit là-haut. Sachant que c'est 2 degrés, 2 degrés, mais avec le vent, ça peut descendre dans les négatifs. Et moi, je suis pas forcément équipé pour ça. Je suis équipé dans l'absolu dans ma tente, dans mon duvet. C'est un duvet 0 degré, donc je peux toujours m'habiller et donc enquiller du moins 5, moins 10. Mais le problème, c'est surtout que si c'est pour être là-haut et être gelé, en fait déjà ici là, dès qu'il y a un peu de vent, je suis gelé. J'ai sorti tout à l'heure ma veste et tout, donc j'étais quasiment avec tous mes vêtements. Et la troisième option que j'ai choisie, c'est plutôt de rester là. Donc là, il est que 14h, mais c'est pas grave, je vais m'installer. Il y a des endroits pour bivouaquer en bas, il y a une rivière. Et puis comme ça, j'irai faire l'ascension demain matin très tôt. Apparemment, le lever de soleil là-haut est très beau. Donc demain matin, je crois qu'il fait beau, parce que là, j'ai quand même un temps de ouf. Il n'y a pas un nuage, ça va pas durer. Hein, mais je crois que demain, au lever du soleil, ça sera le cas. Allez, je me suis trouvé un spot pour ma tente, à plat, un peu dans un creux, entouré par des belles montagnes. Voilà, donc là il est 6h moins le quart à peu près, et j'ai zoné un peu ici là. Puis je suis quand même vraiment claqué là, c'est marrant, c'est pas très marrant parce que en fait je me sens un peu comme un moment là pendant le mois de juillet, où pendant 2, 3, 4 jours de suite, je manquais d'énergie, je devais faire beaucoup de pauses. Et là, c'est un peu ça en fait. Ce matin, déjà, j'avais du mal à monter. Donc, je sais pas si c'est le changement de rythme. Mais bon, de toute façon, il faut accepter. Et puis, je pense que ça reviendra à l'énergie. Là, j'attends patiemment le soir, quoi. En fait, c'est fou parce que la météo, là, en montagne, ça change tellement vite. C'est-à-dire que dès qu'il y a du soleil, il y a eu plein de moments où j'avais trop chaud. Donc, je devais enlever ma polaire, enlever les bas de mon pantalon. J'étais vraiment en mode oh là là, je mets la casquette sur la tête pour me protéger du soleil, mais je suis en train de cramer. Et 2 secondes après, il suffit qu'il y ait un coup de vent pour que je remette la polaire, voir ça. Et là, il y a par exemple un nuage, mais là, je suis frigorifié. Donc en fait, ça change en permanence. Donc voilà, mais je voulais vous expliquer un peu mon état d'esprit par rapport à ces vacances en famille. Je vous avais expliqué que j'avais jamais été aussi heureux d'aborder des vacances en famille. Et là, je suis content parce que j'ai jamais été aussi heureux après des vacances en famille. C'est-à-dire, je suis vraiment content de ce qui s'est passé. J'ai même de la nostalgie. Je suis encore un peu dans mes souvenirs. Ça, c'est vraiment top parce que par le passé, il y a pu y avoir des moments où ça me saoulait, des trucs me saoulaient un peu. Donc j'étais content de passer à autre chose après. Là, non, c'est vraiment copie, bonne copie. J'allais dire copie parfaite, dans le sens où c'était vraiment la bonne durée. Ça a duré 10 jours pour moi. Et c'était pas toujours facile, parce qu'au début, en fait, déjà, il y avait un contraste, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait quoi? Il y avait 6 enfants, je crois, c'est ça? Donc c'était assez animé, beaucoup de jeux, beaucoup de cris, beaucoup d'excitation, forcément, c'est normal. Après les adultes et tout, beaucoup d'animation. En fait, on a fait un planning pour qui fait les repas, en fait, parce qu'on était dans une maison, donc il fallait que ce soit bien organisé pour pas que ça... qu'il y en a qui se sentent lésés parce qu'ils font tout le temps la cuisine. Donc on a fait des plannings par binôme, par journée, donc c'était drôle. Mais le jour où on cuisinait, fallait envoyer du lourd, quoi. Il y avait une sorte de compétition dans les vacances, donc c'était marrant. Mais tout ça, ça crée une énergie générale qui, moi, m'a fatigué au bout de 4-5 jours. Et j'ai commencé à me dire, oh là là,
c'est vraiment trop là par rapport à l'Exatrek, je fatigue et puis en fait il n'y a pas de moment de répit, on peut pas s'isoler par exemple à un moment dans une pièce parce que finalement la maison voilà, il y a un grand couloir, enfin il y a toujours du passage et donc c'est pas le but de toute façon de ces vacances-là d'avoir quelqu'un qui s'isole quoi, on se voit jamais donc on est tous ensemble et donc j'ai envisagé finalement de partir plus tôt, de partir au bout d'une semaine quoi à peu près. Mais en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'étais un peu dans ma tête à penser ça. Et puis j'en ai parlé à quelqu'un, parce que moi du coup j'ai un caractère assez calme par rapport aux autres personnes de ma famille qui sont assez, voilà quoi, assez intenses dans la convivialité, dans l'échange et tout. Ils sont trop contents d'être tout le temps en groupe. Moi j'ai besoin d'être un peu dans mon coin de temps en temps. Et il y a une autre personne qui était là, qui était un peu dans ce profil aussi. Et je lui en ai parlé. Et déjà le fait juste d'en parler, ça m'a fait du bien, comme quoi, hein, ça c'est vraiment un truc, à chaque fois je me dis, c'est fou en fait, juste le fait d'extérioriser, ça fait du bien. Et puis finalement, on est parti marcher à deux, parce que cette autre personne avait besoin aussi un peu de s'isoler. Donc voilà, on a marché en gros une journée, de 11h à 18h, le long de la mer et tout, c'était vraiment cool. Donc ça permettait un peu de s'isoler de cette agitation, et puis de revenir avec une envie encore plus forte. Et à la fin, sur les derniers jours, j'étais en train de me dire « Ah, c'est déjà la fin et tout, je suis déçu de partir ». Donc je trouve que c'est une bonne leçon finalement de réussir à trouver son rythme et à pas être radical. Soit tout me va, soit que ça commence à plus m'aller et je me barre. En tout cas, je suis trop content. C'est vraiment la grosse satisfaction de mon côté et je suis trop content d'avoir fait cette pause sur mon Exatrek parce que c'était, je pense, mes meilleures vacances en famille depuis longtemps. Et voilà, allez quoi? Je sais pas quoi faire là. Vraiment excellent, cette pâte à tartiner miel noisette. Oh là là, mais incroyable. Je viens de me faire plus de la moitié du pot. En gros, c'était ça mon repas avec du pain. Au début, je mangeais ça sur du pain, puis à la fin, ça partait directement à la cuillère, quoi. Oh là là, mais c'est trop bon. Ça m'a redonné un peu de boost. Allez, 19h. Fermeture de la boutique. Là en plus je vous ai pas dit mais j'ai pas pu faire de montage cet après-midi parce que j'ai plus beaucoup de batterie en fait. Ma batterie externe il reste genre 20%. Donc je vais absolument garder la batterie pour tourner jusqu'à ce que je puisse me recharger. Parce que le montage ça pompe à fond. Donc il est hors de question que je sois à court de batterie pour cette reprise. Et je vais essayer de dormir tôt, on verra si j'y arrive. Et puis on se retrouve demain pour une ascension matinale. Il est 4h08, c'est incroyable là ce que je vois. Oh, le ciel, il est totalement étoilé. Je peux pas vous le montrer évidemment, parce qu'avec le téléphone on peut pas, mais c'est d'un calme. Il n'y a pas un brin de vent. J'ai du mal à vous dire. En fait, c'est tellement calme. Je vois les silhouettes de montagne autour de moi. Et en fait, vu que je suis réveillé, j'ai pas mis de réveil, je vais ranger la tente et puis je vais me démarrer l'ascension à la frontale, quoi. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. Enfin, je sais pas, ouais, je me sens petit face à ces grandes silhouettes de montagne là. Allez, c'est parti. 4h30. J'étais efficace. Quand je vous dis que c'est effrayant un peu, c'est que je suis quand même tout seul, quoi. Je suis quand même vraiment tout seul là, à 2800 mètres. Donc il y a un côté vraiment seul au monde. Après, pour rassurer les personnes qui regardent, notamment mes parents, c'est un sommet qui est vraiment pas difficile. En termes d'ascension, il n'y a pas de... il n'y a pas de difficulté. C'est indiqué partout sur l'application et tout. Donc même de nuit à la frontale, il n'y a pas de danger, quoi. Allez, c'est bon, j'ai mes 3 litres d'eau. Normalement, là, je suis parti pour 1 heure d'ascension, ce qui nous mène à 5h45. Franchement, là, il fait pas froid, j'ai juste ma polaire. Allez, c'est parti. Je crache mes poumons. Ah là là, c'est dur. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec l'altitude quand même par rapport à tout ça là. À 3000 mètres, je sais pas si ça manque d'oxygène ou quoi, mais c'est dur.
tout se passe bien. Je longe actuellement une crête, enfin une crête. C'est pas trop raide, hein, ça va, des deux côtés. Mais le chemin est relativement indiqué, avec soit des symboles GR, soit la trace. Mais de nuit, c'est beaucoup plus dur de se repérer. Donc là, heureusement que j'ai l'application, hein, parce que sinon, regardez là, il y a un symbole, par exemple. Donc ça me confirme bien, c'est rassurant. Mais sinon, j'ai besoin de l'application quand même, parce que vu que c'est que de la caillasse, des fois, je sais plus où je suis. Ouh. Petite pause. Je suis à 3000 mètres actuellement. Et ça commence là-bas à se lever tranquillement. Pas le soleil, hein, le jour. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit quand on est en avion de nuit et que ça se lève. Il y a des petits nuages qui apparaissent, donc j'espère que ça va pas trop me déranger. Mais là, devant moi, je commence à voir les silhouettes des montagnes. Enfin, ça commence à être légèrement éclairé. Bon bah ça y est, je suis arrivé au sommet. C'est fou. J'ai même pas assez de lumière pour vous montrer le paysage encore. 3178 mètres. Enfin, mais je suis tout seul, il y a même pas une autre lampe frontale en perspective. J'ai des chaînes de montagnes. Oh là là, bon allez, j'arrête de parler, j'attends que ça se lève.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les Jambes, l'émission où on parle en marchant, hein, où on marche en parlant, hein, ça marche aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode exceptionnel, hein, parce qu'on est au sommet du Mont Tabor, 3178 mètres, voilà, on culmine. En plus, là, c'est le matin, il est 7h du mat, il n'y a personne, regardez-moi ce magnifique lever de soleil. Alors évidemment, le Mont Tabor, rien à voir avec quand on monte à bord d'un véhicule, par exemple d'un hélicoptère. D'ailleurs ici ça serait mauvais signe que je monte à bord d'un hélicoptère, ça veut dire que je suis blessé. Voilà, alors peut-être que dans l'hélicoptère on proposerait de la menthe à bord pour calmer ma douleur, pour faire voilà, des mojitos. Le problème c'est que moi je bois pas d'alcool, donc je devrais donner le mojito au conducteur, et évidemment ça serait pas un très bon signe. Enfin bref, c'est pas le sujet. Alors l'Exatrek a repris, voilà, je reprends l'Exatrek, la traversée de la France à pied. Alors, encore de belles choses à venir évidemment jusqu'à mi-octobre. Donc la nouvelle vidéo est sortie. Alors évidemment, pas là quand je vous parle, hein, parce que il faut que je la monte d'abord. Alors je vais pas la monter au Mont Tabor parce que ici, voilà, j'ai pas de réseau, j'ai pas de prise de courant. Évidemment, j'ai plutôt des prises au vent ici, mais j'ai pas encore l'option sur mon téléphone, l'option éolienne qui me permet de se recharger au vent, mais bon. Donc il va falloir que je descende le Mont Tabor pour monter la vidéo du Mont Tabor. Bref, vous avez compris, donc l'Exatrek reprend avec des vues comme ça. Alors ça va envoyer du très très lourd, donc restez connectés. Donc là il est 7h40 à peu près. Et voilà, j'ai retrouvé Yves qui vient de gravir aussi le Mont Tabor. On est tous les deux premiers du jour. Donc toi tu fais quoi comme, Alors moi je fais le tour du Mont Tabor et comme j'étais sur le tour, je me suis dit je vais vite aller voir s'il y a quelqu'un là-haut. Et voilà, J'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé Théo. Voilà. Donc c'est top. Et donc le tour du Mont Tabor, ouais, ça fait tout le tour de ce mont-là sur une centaine de bornes, c'est ça? Ouais c'est ça, une centaine de bornes. Voilà, donc Yves vient de m'apprendre que les sommets enneigés qu'on voit là-bas, c'est les écrins, donc c'est ce qui m'attend pour après. Et c'est vrai que c'est assez ouf de les voir comme ça là. Tu peux juste te remettre là, pardon, je voulais. Avec nos ombres, ça fait vraiment un truc gigantesque jusqu'à là-bas. Voilà, merci. Alors, je voulais montrer un peu le sol parce que en fait, donc on a un sol très caillouteux. Il y en a qui disent que c'est lunaire. En termes de couleur, c'est vrai que c'est très marron, beige. On peut voir en bas là-bas. C'est assez fou de voir ça. Et du coup là, regardez là-bas, moi j'adore cette vue avec les montagnes en contre-jour là. On se croirait vraiment dans un fond d'écran. Ça y est, il repart. Mais incroyable cette image. Il s'est même demandé en fait s'il allait pas partir en parapente, parce qu'il avait son parapente dans le sac. Et en fait, il vise là-bas, donc il s'est dit ah bah tiens, si je descendais pas en parapente de là, mais il avait peur en fait que la crête là, ça pose problème. En gros, qu'il descende avant la crête, alors que lui il va derrière. Mais c'est fou, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a son parapente dans le sac quand il fait de la rando. Ça aurait été incroyable à filmer, mais bon, c'est pas grave. Bref, rencontre extraordinaire. Il m'a pris pas mal de photos aussi. On s'est fait une séance photo partagée parce que c'est quand même rare d'avoir un cadre pareil. Allez, 9h30, c'est reparti. Après toutes ces émotions. Là, ce qui est trop cool, c'est que il est que 9h30, mais j'ai déjà vécu tellement de trucs dans cette journée. C'était incroyable, j'ai vraiment profité. Hein. Je suis resté plus de 3 heures ici. Et là, ça y est, ça commence à être l'heure où les gens arrivent, donc c'était le meilleur créneau. Et là, je vais essayer de viser le col du Galibier pour ce soir, à voir si j'y arrive. Au moins, il y a une fromagerie un peu avant, parce que là, j'ai besoin de recharger mon téléphone, et puis voilà. Bon, la descente va me permettre de découvrir le chemin que j'ai fait à la frontale où je voyais rien du tout. Là, effectivement, ça va être beaucoup mieux tracé, regardez. Hop là!
c'est grandiose. Ah, c'est sublime. Vraiment, c'est... En fait, toutes ces pierres comme ça, là, sur de l'herbe, je n'ai pas d'adjectif. Donc je n'en donnerai pas. Voilà. Allez, c'est reparti. J'ai pris mon pique-nique dans ce refuge. Super discussion avec Laurent, prof de PS. Wouh! Pour lui, c'est la dernière semaine avant la rentrée. Il est venu prendre un peu l'air en montagne. On a discuté un peu de plein de trucs, c'était cool. Et je voulais vous parler d'un truc, mais j'ai plus que 25% sur mon téléphone. Ma batterie externe est vide. Donc là, en gros, va vraiment falloir que je sois bon parce que le téléphone peut s'étendre à tout moment. Je vous ai dit qu'il y avait plein de trucs à raconter suite à ces vacances. Et ben, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Hein, vous me connaissez maintenant. Cette partie-là, si on était dans un documentaire avec des cartons titres, elle s'appellerait, on va le faire, La musique, virgule, une histoire de famille. Et oui, parce que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de préparation de l'Exatrek, mais en fait, si j'en suis à faire des vidéos aujourd'hui, c'est grâce à la musique. À la base, je faisais de la guitare. Et donc, ma relation avec la musique a pas mal évolué avec le temps. C'est un peu une relation qu'on pourrait définir en je t'aime moi non plus. Là, il y a eu un gros événement la semaine dernière. Mais je vais revenir donc à mes débuts. En fait, ce qui m'a amené à faire de la musique au début, c'était en fin de 6e. J'étais en vacances chez mon oncle et ma tante et mes cousines. Ma cousine avait une guitare sèche. J'en ai fait un peu. Et quand je suis rentré, j'ai dit « Maman, je veux faire de la guitare ». On est allé au conservatoire de musique à Aix-les-Bains. Malheureusement, il y avait déjà plus de cours de guitare, de dispo. Fin de vacances scolaires, on était à peu près d'ailleurs à cette période-là. Tout était pris, eh oui, la guitare est très prisée. Donc il restait des places en contrebasse et en basse. Donc là, moi j'étais un peu déçu, mais je me suis dit quand même, allez, je vais faire de la musique, je suis chaud. Et en gros, ma mère m'a plutôt poussé à faire de la contrebasse, mon père à faire de la basse. Je me rappelle de cette discussion dans la cuisine là. Il se trouve que j'ai choisi la contrebasse parce que j'étais moins en conflit avec ma mère qu'avec mon père à l'époque. Donc je sais pas trop pourquoi j'ai choisi ça, mais je pense qu'elle a eu le dernier mot, ma mère. Donc j'ai choisi de faire de la contrebasse. Très bel instrument, mais avec une connotation assez classique. Donc je jouais avec un archet, je faisais mes gammes, mes trucs. J'ai fait des concerts en conservatoire, devant du public. Et en fait, j'en ai fait 3 ans. Et mon prof de contrebasse était très content de moi. Il me donnait des devoirs. Et en général, je crois que j'allais plus loin que ce qu'il me demandait de faire. Je progressais plus vite que ce qu'il voulait. Je me rappelle, il disait à mes parents « Ah non, mais vraiment, il y a un gros potentiel et tout. » Et du coup, j'en ai quand même fait pendant 3 ans, jusqu'à la fin de la 3e. Fin du collège, début du lycée. Problème, quand tu rentres au lycée, tu as envie d'être stylé et d'être bien vu par les autres, en particulier la gente féminine. Non, mais du coup, je sais pas, ça m'a saoulé de faire la contrebasse. Je trouvais pas ça assez fun comme instrument, le côté conservatoire. Je trouvais ça vieillot. Donc j'ai dit, j'arrête la musique, c'est mort, c'est terminé. Et là, ce qui m'a marqué à l'époque, c'est que il y a eu réunion de crise familiale. En fait, quand j'ai dit que je voulais arrêter, en fait, dans ma famille, ils n'ont pas voulu accepter ces conditions d'arrêt. En fait, ils ont décidé d'organiser une réunion familiale. Ça me marque encore aujourd'hui parce que on s'est tous réunis dans le salon avec ma mère, mon père, mon frère et ma soeur. Truc qui arrivait quand même rarement. Hein. Ma soeur a 50 plus que moi, mon frère 7 ans. Donc chacun faisait sa vie. Mais là, c'était vraiment une des rares fois où tout le monde s'est réuni parce que Théo veut arrêter la musique. Discutons-en tous ensemble. Et ce qui en est ressorti en fait, c'était que c'était dommage que j'arrête complètement la musique. Mais pourquoi pas se mettre à la guitare finalement. Et c'est ce que j'ai fait. Entrer en seconde. Cette fois-ci, plutôt que d'avoir une démarche classique
d'aller au conservatoire, on s'est tourné vers une école de musique actuelle et donc qui propose de faire du rock, du jazz, enfin des musiques plus modernes on va dire. En seconde, j'ai donc commencé à faire de la guitare électrique. Je me suis acheté ma première guitare Ibanez avec mon ampli. Et là, j'étais content. Je prenais des cours particuliers, des cours collectifs. On a commencé à jouer en groupe. Et là, je me suis mis à kiffer parce que déjà, je jouais que des morceaux que je connaissais. Je me rappelle, j'ai commencé, le tout premier morceau que j'ai joué à la guitare, c'était Painted Black des Rolling Stones. Donc c'est trop cool. Tu peux écouter le morceau sur tes enceintes et le jouer en même temps. Ça provoque beaucoup plus de plaisir qu'à la contrebasse où c'était que des vieux machins avec pas forcément des enregistrements. Et je me suis mis à jouer chez moi des morceaux d'artistes que j'aimais beaucoup, notamment Mathieu Chédid et Muse. Vraiment, j'étais en boucle sur ces artistes-là. J'ai acheté les partitions. En fait, j'ai acheté les albums, mes versions partitions de tous les morceaux. Et je me les faisais dans ma chambre tout seul. C'était trop bien. Et ce que j'ai vraiment kiffé aussi, c'est qu'on s'est mis à faire des concerts. Cette école de musique, elle proposait des concerts régulièrement dans l'année. Donc, il y avait notamment la fête de la musique. Enfin, il y avait 2 ou 3 rendez-vous dans l'année. Et là, du coup, je jouais devant des gens, quoi. Je jouais sur scène. Et il y a un moment, le summum de ça, ça a été quand on a joué au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. En fait, c'est une grande soirée de fin d'année qui est organisée avec des auditions au sein de l'école pour savoir quels groupes vont être qualifiés pour ce grand concert. Et nous, on n'avait pas eu la place pour le grand concert, mais on avait eu comme une espèce de place pour faire la première partie en fait. Et pour moi, c'était dingue de pouvoir jouer au Casino d'Aix-les-Bains. Et donc, ce concert dans le Casino d'Aix, ça a été un premier moment marquant pour moi parce qu'en plus, c'était sur une vraie scène avec des projecteurs. La salle était dans le noir. Enfin, il y a vraiment ce côté chaud, quoi. Et il se trouve que j'avais été déçu parce que mes parents n'étaient pas venus, mais bon, c'était parce qu'ils avaient un dîner chez des amis. Et à l'époque, j'étais vénère contre eux et tout, parce que voilà, je pensais que la Terre tournait autour de moi, donc je me disais que c'était contre moi, alors que voilà, ils avaient juste un choix à faire. Mais par contre, ma sœur était venue à l'époque, et ça m'avait fait trop plaisir. Elle était venue avec ses copines, son groupe de copines. Et à la fois j'étais trop content, mais ça me faisait trop peur, parce que c'était un groupe de filles comme ça qui m'impressionnait, parce qu'elles étaient toutes plus grandes que moi, 50 plus. Donc pendant mes 3 années de lycée, j'ai multiplié les concerts comme ça, avec différents groupes. Et c'est ça qui m'a donné envie ensuite d'être ingénieur du son. Je me suis dit, mais c'est un monde merveilleux le son, donc je veux devenir ingé son. Et donc pour être ingé son, après, il fallait choisir une orientation et j'ai choisi un BTS audiovisuel. Donc après mon bac, je suis allé à Lyon pour faire un BTS audiovisuel dans l'optique de bosser soit dans la musique, soit dans le monde du spectacle, mais en tout cas derrière une table de mixage, faire du son, quoi. Alors il se trouve que du coup j'ai arrêté de faire de la guitare parce que j'étais plus à Aix et j'ai essayé de refaire des groupes en dehors. Il y a des sites où tu peux créer ton groupe, on cherche un guitariste, on cherche un chanteur, créons un groupe et puis répétons ensemble, trouvons une salle. J'ai eu quelques expériences comme ça de groupes autonomes on va dire, et à chaque fois ça m'a déplu parce que je trouvais à chaque fois que les gens n'étaient pas assez motivés, ils n'étaient pas assez sérieux. Je trouvais que c'était trop un hobby pour eux. En fait, ils étaient en mode bon allez, on répète et puis à un bout d'un moment on fait les cons, le batteur qui commence à faire une impro, machin, ça devenait plus sérieux. Puis des fois on répétait chez l'un, chez l'autre. Et puis enfin bref, je me disais mais ils ont pas la rigueur ou quoi ces gens. J'étais toujours frustré de ça. Moi je voulais viser plus haut, l'excellence. Donc ça me frustrait. Je préférais me barrer plutôt que d'essayer de résoudre des problèmes, quoi. Par contre, en BTS, là, pendant 2 ans, alors j'ai pratiqué du son avec une exigence forcément de professeur, de diplôme derrière. Je faisais beaucoup de cours de son avec Monsieur Putigny, sa queue de cheval en arrière. On l'oublie pas celui-là. Donc là, on avait des studios d'enregistrement à disposition. On pouvait faire des tests d'enregistrement. Bon, souvent, il n'y avait pas beaucoup de moyens dans cette école, malgré qu'elle soit privée. Tu avais une guitare à 3 cordes, une basse à 2 cordes. Mais en tout cas, on pouvait enregistrer des trucs. En fait, il y avait vraiment une dimension, moi, que j'aimais beaucoup, c'était la dimension de créer. Donc en fait, on enregistrait au micro, on faisait des fausses émissions radio. En fait, avec le recul, moi, ce qui me faisait vraiment kiffer dans ce BTS, c'était la création. Partir dans des délires. Je me rappelle, on avait fait aussi une fausse pub pour McDo. Moi, j'étais pas là pour devenir un perfectionniste du potard, le réglage optimal. Moi, ce qui me faisait triper, c'était de créer. Et aussi en image, parce qu'en fait, dans ce BTS, même si tu veux être ingé son, tu faisais aussi du cadrage et un peu de montage. Et c'est là la première fois de ma vie que j'ai monté. Et en fait, au fur et à mesure du BTS, j'ai commencé à kiffer, faire du son, m'enregistrer, créer, jouer, monter.
Et donc c'est pour ça qu'à la fin, en fait, j'en étais à un stade où je me disais, bon, en fait, est-ce que je veux vraiment devenir ingé son derrière une table de mixage? Parce que déjà, c'est pas moi qui vais créer, je vais mixer pour les autres. Et en plus, ingé son, il y a très très peu de débouchés. De moins en moins d'ailleurs. Il y a beaucoup de débouchés dans la vidéo, dans l'image. Mais alors dans le son, allez, 10%. Bon, donc je vous disais, à la fin de mon BTS, et ben en fait, avec la musique, je suis un peu passé de je t'aime à moi non plus. J'ai un peu déposé ma guitare dans un coin pour me focaliser sur ma caméra. Alors, j'ai quand même eu mon BTS en son, hein. J'ai eu le diplôme, mais du coup, je me suis dit, bah ok, dans une logique d'opportunité, je vais plutôt me focaliser sur la vidéo, parce qu'il y a plus de débouchés. Et donc, j'ai commencé à chercher du travail en tant que monteur, parce que beaucoup de boîtes cherchent des monteurs vidéo. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir faire de la vidéo, et que la musique est devenue un petit hobby, quoi. Mais quand je dis que c'est une question d'opportunisme, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une sensation de pouvoir d'aller plus loin en termes de potentiel créatif. Parce que c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers courts-métrages, mes premières vidéos humoristiques en 2016. J'ai vu que ça commençait à plaire aux gens. Et je me suis dit oui, mais en fait, je vois que avec la vidéo, je vais pouvoir peut-être aller plus loin. J'ai peut-être plus de capacité que en guitare. En fait, je me suis jamais senti genre virtuose de la guitare, à vouloir passer des heures et des heures à faire mes gammes. Comme Mathieu Chédid pour le coup, qui lui était fan de Jimi Hendrix, passait son temps à faire des impros, ses gammes, des machins et tout. Mais moi je me sentais pas virtuose du tout à la guitare. Et c'est chiant de pas se sentir virtuose dans une activité. Je sentais plus le potentiel virtuose, voilà, en vidéo. Donc j'ai fait un choix radical, j'ai dit ok, la guitare, je mets ça de côté, ça sera soit j'en fais plus, soit j'en fais tous les 36 du mois. Donc ça a été un moment vidéo. Mais ce qui s'est passé après en 2021-2022, c'est que j'ai commencé à prendre goût au chant. Alors je pense que j'ai toujours aimé chanter, notamment sous la douche et dans la voiture. Chanter à tue-tête comme ça avec les enceintes à fond, comme un concert et tout. J'ai jamais osé chanter devant des gens. Et j'avais jamais surtout tenté de jouer de la guitare et en même temps de chanter. Et en fait, j'ai découvert ce plaisir de jouer des morceaux à la guitare mais en même temps de les chanter. En fait, quand tu joues juste de la guitare, tu es un accompagnant. Tu dois forcément avoir un chanteur avec toi ou un groupe. Mais si tu fais guitare et chant, bah, tu peux faire un truc solo. Et un jour, j'avais commencé à apprendre des morceaux que j'aimais bien. Et j'avais joué plusieurs morceaux devant mon ex-copine un soir, un petit concert privé quoi, acoustique. Puis elle m'a dit ah c'est cool et tout, tu chantes bien. Et c'était la première fois je crois qu'on m'avait dit ça. Je me suis dit ah bah en fait c'est peut-être pas si mal et tout, parce que quand je m'entendais je trouvais ça vraiment horrible. Et donc suite à ça, je me suis dit ah mais en fait est-ce que voilà je retenterai pas le truc de m'enregistrer. Pas dans une optique quelconque, juste comme ça pour le plaisir. Waouh, alors ça c'est aussi juste pour le plaisir. Oh là là, alors ça c'est du plaisir pur. Ça veut dire que j'ai plus que 6% de batterie. Oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Explique-moi. Donc, à un moment, je me suis dit, ah bah tiens, j'aimerais bien bosser un morceau et puis l'enregistrer. Donc je suis allé vers des morceaux très mélancoliques, parce que j'étais dans une période comme ça, un peu comme en décembre 2025 finalement, ou un peu dans mon appart comme ça, voilà, un peu triste et tout. Donc j'avais commencé par faire Karma Police de Radiohead, mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne peux pas vous mettre l'extrait. Et après j'avais fait L'Enfer de Stromae, et là je vous mets un extrait. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. Alors il se trouve que ces musiques, je crois que je les avais diffusées sur une chaîne YouTube que j'avais créée pour l'occasion. J'avais pas trop communiqué autour. C'était un peu à l'état de test pour moi.
mais quand même ça m'avait donné un peu de confiance et j'avais décidé d'écrire et de composer 2 chansons, dont une en fait que j'ai revue là. Ça s'appelle Samedi soir. Un samedi soir à rien faire, personne à voir, pas de galère. Je caresse mes chats, ils ronronnent. Je décongèle une pizza, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui, je me sens seul, à l'intérieur de moi, c'est le désert de Gobi. Un petit tour sur Google, je lance un best-of de Bafi et juste après je me mets au lit. Mais c'est pas si facile de trouver le sommeil pendant que tout le monde s'amuse. Je repense à mon ex, c'était pas si mal avec elle. J'ai vraiment tout gâché, j'abuse. Un samedi soir à rien faire, personne à voir, pas de galère. Je caresse mes chats, ils ronronnent. Je décongèle une pizza, qu'est-ce qu'elle est bonne. Pour combler mon vide, j'allume une cigarette. Ça me dégoûte, je me dis après celle-là, j'arrête. Pour changer de goût, je mange un Ferrero. Ça me donne soif, alors je bois un grand Pulco. Je sors ma guitare pour enfin écrire un morceau. Mais il est tard, mon cerveau n'accouche d'aucun mot. Si je raconte ma soirée, le niveau ira des pâquerettes. Mais ça me fait vibrer, alors pourquoi mettre des paillettes? Ce samedi soir il vaut cher, un des rares qui me laisse pas un goût amer. Je crois que j'ai une montée d'hormones, j'ai écrit une chanson, je suis un bonhomme. Allez, me revoilà connecté sur les ondes. Donc je suis passé à cette fromagerie. Ils m'ont gentiment rechargé mon téléphone, alors seulement à 19%. Donc le temps presse quand même. Et ils m'ont aussi conseillé en fait le col du Galibier. C'était là-haut. Donc encore un peu de montée. D'ailleurs là c'est en train de se gâter au niveau du temps. Et ils m'ont dit ouais ce soir il y aura beaucoup de vent. Donc mets-toi autour de ce bâtiment là parce que c'est ils sont pas là les gens, je sais pas trop ce que c'est ce bâtiment. Donc j'ai décidé de me mettre là et comme vous le voyez, il n'y a pas du tout de vent là. Non, je rigole. Je suis en train de me prendre des énormes rafales depuis tout à l'heure. Ça va, je sens que la nuit va être agitée. Donc du coup, pour revenir sur cette histoire de chant, ma chanson Samedi soir, avec mon regard d'aujourd'hui, je la trouve cool. Je la trouve authentique, ça venait vraiment de moi et tout. Mais avec mon regard de l'époque, je l'avais supprimé parce que en fait, j'étais tellement dans une recherche de perfection que pour moi c'était pas agréable de tourner mes vidéos pour m'enregistrer. Donc j'ai fini par les supprimer parce que je les assumais pas, j'ai trouvé pas finalement assez acceptable pour moi. Et je suis un peu passé à autre chose par rapport à la musique parce que je me suis dit non mais ça va pas, à chaque fois que je m'enregistre ça me plaît pas. Et j'en viens à cette année. Donc en fait ma transition vidéo par rapport à l'Exatrek, elle est assez liée à la musique finalement, parce que il s'est passé quoi par rapport aux vidéos? Je faisais des vidéos pour des clients, pour vendre des formations, du coaching. Donc finalement, je voulais vendre quelque chose, avoir un costume, un rôle pour plaire. Et là, j'ai complètement switché sur cet Exatrek en mode, maintenant, je veux montrer qui je suis d'une manière authentique, créer ce qui me fait vibrer. Et après, les gens à qui ça plaît, ils embarquent. Et en fait, du côté de la musique, j'ai eu aussi quelques étapes cette année. Déjà, la chanson d'Orelsan que j'ai repris, qui s'appelle à la base 2 et demi et que moi j'ai réécrit en gros en mode 5 mois et demi, c'est mon départ sur l'Exatrek que je vous avais passé. Cette musique-là, pour moi, ça a été déjà une grosse étape parce que j'ai pris un plaisir de fou à l'écrire, à la jouer une première fois en live devant Laura, avec qui je marchais au début, qui elle-même est fan d'Orelsan. Ça m'avait mis une pression de ouf, mais j'étais trop content de le faire. J'avais bégayé parce que... Et à la fin, elle m'avait dit « Ah putain, c'est trop bien », elle avait des émotions, tout ça. Et là, je m'étais dit « Putain, c'est incroyable ». Puis ensuite, de la diffuser. Et ça a été un premier palier. Ensuite, j'ai commencé à faire les raps pour les tipeurs. Donc ça, je pense que vous le voyez, à chaque fois que je fais un rap, ça me fait kiffer, hein, j'ai pas choisi ça au hasard. Et là, au mois d'août, on a passé un autre cap. Vous vous rappelez, début juillet, quand j'étais au camping de Thonon, je vous avais expliqué que un de mes objectifs des Alpes, du premier mois des Alpes, c'était à la fois de me faire un summer body et d'avoir un bon cardio pour rapper un son d'Orelsan que je n'arrivais pas à rapper. En fait, à l'époque, j'étais tombé sur un extrait de Énergie Belgique. Réveille à midi, la tête en bas, la bouche en feu. Après d'avoir passé la nuit dans un cendrier, la première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement d'ici pour recommencer à les enquiller. Et à la fin de ça, t'as Orelsan qui dit « Ah, c'est la première fois que je vois rapper quelqu'un parfaitement ».
bah j'avoue que moi ça m'a rendu un peu jaloux. Je me suis dit, mais moi aussi j'aimerais le rapper ce son et tout, il est grave technique. Et donc pendant un mois, je me suis entraîné à faire ce morceau au fur et à mesure de ma marche dans les Alpes. Et donc je m'étais fixé comme objectif de le faire pendant mes vacances en famille, de le rapper devant la famille parce que ça me faisait délirer, surtout de faire ça devant les enfants. Je m'étais dit, ah ça va être sympa avec un public avec les enfants. Et donc j'arrive dans ces vacances à la mer en famille, je leur dis dès le premier jour, ouais j'ai un morceau à vous faire, un rap à vous faire et tout. Puis en fait, au fur et à mesure, chaque jour, je me disais, bon, bah là, on va pas faire ça maintenant. Le premier soir, c'est les retrouvailles, tout le monde est dans l'euphorie. Puis le deuxième soir, on était à la plage, on est rentré hyper tard. Puis le troisième jour, c'était mon jour de cuisine. Puis le quatrième jour, je sais pas, il y avait toujours un truc. Et puis en fait, au fur et à mesure que ça avançait, je me disais, bon, au pire, c'est pas grave si je le fais pas, ça va. C'est pas... En fait, c'est un mécanisme mental qui faisait que j'étais à la fois excité de le faire, mais en même temps, ça me faisait peur. Parce qu'il fallait organiser, il fallait regrouper 15 personnes qui étaient tout le temps en train de faire des jeux à droite à gauche, machin, tout le monde a tout le temps quelque chose à faire. Il n'y a jamais les 15 personnes de dispo. Ah, on se fait chier. Ah bah tiens, vas-y Théo, fais ton morceau. Non. Donc c'était à moi d'impulser le truc. Et en fait, je me revois chaque jour me dire, non mais au pire, c'est pas grave, je le ferai pas. Chaque jour, non mais au pire, c'est pas grave. Ce morceau-là, en fait, mon objectif, c'était de le faire devant eux, de le filmer, ensuite de pouvoir le mettre sur Instagram pour que, éventuellement, Orelsan puisse voir ça, mais surtout pour que Emma, la fille qui a fait ça devant Orelsan, puisse le voir aussi. 2-3 jours avant la fin, je me disais bon au pire je le fais pas. Et puis en fait mentalement je me disais non mais c'est mort. Je ne repars pas d'ici sans l'avoir fait en fait. Parce que je vais repartir d'ici, je vais être dégoûté. Donc je me suis dit bah ok, dernier soir, en plus on avait prévu une boum pour les enfants. J'ai décidé de dire ok, est-ce que là vous êtes prêts pour le morceau? Vous êtes prêts? Ok, là c'était avant de manger, il y a les burgers, donc je suis allé en cuisine pour que ceux qui préparent la cuisine, là t'es dispo 5 minutes maintenant? Ok, tout le monde était dispo. Donc j'ai pris une enceinte pour mettre l'instru, j'ai nommé ma cousine pour être la responsable de l'instru, ensuite je suis allé chercher une pomme de pain, j'ai mis un micro-cravate dessus parce qu'en fait ça me détendait d'avoir un truc en main, parce qu'en fait j'avais tellement peur que je voulais avoir un truc en main. Et là j'ai commencé à dire à tout le monde, ok, tout le monde va avoir un rôle. Ça m'a aidé aussi parce que ça met la pression de faire le truc tout seul et puis que les gens soient juste là en train d'attendre et puis de se dire bon ok j'ai faim, c'est quand les burgers quoi. Non, donc là je leur ai dit tout le monde va avoir un rôle. Déjà il me faut 2 cadreurs. Donc je voulais un plan serré, un plan large. Pendant le couplet vous allez faire ça, vous allez faire le rythme et pendant le refrain vous allez me chanter le refrain. Et ça j'ai adoré faire ça parce que du coup, avant de commencer, je leur ai dit le refrain ça fait ah ah encore une fois. Donc on l'a fait plusieurs fois a cappella, ensuite on l'a fait avec l'instru. Donc là ils étaient en mode ouais putain, va falloir qu'on chante le refrain donc machin. Qui veut filmer? Toi, ok tiens, mon frère a filmé avec un plan, mon père l'autre. Mais moi j'étais tétanisé intérieurement, j'avais peur. Ah, je vais rapper devant tous ces gens-là. Pour moi c'est la famille, c'est ce qu'il y a le plus effrayant quoi. Et excitant en même temps. J'ai fait un premier jet genre qui a duré 45 secondes. Et là je voyais ma soeur qui me regardait comme ça. Avec un regard, si je pouvais vous le refaire, ça serait avec un truc en mode j'écoute et tout, je suis à fond, presque en avant comme ça. Et moi, ça me faisait trop peur parce que ma soeur, voilà, elle a une personnalité et tout, donc ça me plaît grave de jouer devant elle, mais par contre, ça me met la pression. Donc une fois que j'avais fait ce premier jet, je me suis dit bah ok, c'est bon, la fois d'après, ça sera la bonne, on va la faire en entier. Et du coup, je vous passe l'extrait. Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivre 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y a un mec que je connais vite fait qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode, je me lève à 18h. Je suis la définition d'être en roue libre, c'est même plus des mauvaises habitudes, c'est la routine. La tease, les clopes, la weed, les potes, les joints, je dis que j'arrête comme je vais 4 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Les balcons, les terrasses, les bouteilles, les flasques, y a toujours un mec défoncé qui bat du avant la glace. Écoutez, sous angine dans les poumons, dans les veines. Et je continue de répéter que ça m'aide à gérer mes problèmes. En gros, ça c'était moi avant. Normalement, maintenant, je suis pas là-dedans. Mais de temps en temps, le passé fait surface et j'entends cette voix qui me dit hello, comment ça va? Moi ça va pas. Je suis l'ancien toi. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là. La la. La 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 la. Pourquoi tu me calcules pas? Ah. La 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 la. Ah. 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 Encore une fois, on se revoit, toi et moi. Ah. 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 Encore une fois, on se revoit.
Alors je suis déçu parce que le micro-cravate qui était sur la pomme de pin, c'était pas juste une fausse pomme de pin, il y avait un micro-cravate dessus, n'a pas marché. En plus de ça, j'ai bugué pendant le morceau. À un moment, il y a une phrase que j'ai pas pu faire parce que ça allait tellement vite que je l'ai loupé quoi. Et en plus de ça, je m'entendais chanter et ma voix était beaucoup plus dans les aigus que quand je répétais tout seul. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix aiguë? Mais c'est parce que c'était le stress. Et puis en fait, vu que je suis arrivé à la fin, au bout, Moi ça va pas, je suis là sur toi. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là. La la. La 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 la. Voilà. rien à foutre, on la refait pas, c'était la bonne prise. Le mois d'avant, on aurait dit bah on la refait, machin. Mais j'ai compris aujourd'hui que ce qu'il faut faire, c'est quand on crée, c'est l'important en tout cas, c'est l'énergie, l'authenticité. Et en fait, si je l'avais refait une deuxième fois, peut-être que ça aurait été plus parfait dans l'interprétation, mais ça m'aurait peut-être moins fait vibrer, j'aurais peut-être eu moins le feu intérieur dans mes yeux. Et bon, bref, tout ça pour vous dire quoi? Que après, donc, je l'ai monté, je l'ai mis sur Instagram. Et en fait, ce qui est fou, c'est que déjà Emma, genre je l'ai taguée, elle me suivait pas sur Instagram et tout, je l'ai taguée dans le post. Et au bout de 2 minutes, elle a tout de suite vu et elle a tout de suite commenté. Genre, ah c'est génial et tout, oh, comme tu maîtrises, machin. Moi j'étais trop content parce que vu comme elle maîtrise, à recevoir un commentaire comme ça de sa part, c'était génial. Puis j'ai commencé à recevoir d'autres commentaires et tout qui disaient ouais que je chantais bien. Enfin je sais pas, la vidéo elle a pris comme ça. Et je me suis dit mais c'est fou, j'ai envisagé de ne pas la faire cette vidéo. Et en fait, si je vous raconte tout ça, moi c'est que ça m'a généré un déclic où je me suis dit mais c'est incroyable parce que j'ai pris un plaisir fou à rapper devant ma famille. Ça me faisait vraiment peur. Mais finalement, vivre cette peur, c'est la meilleure chose que j'ai pu vivre, quoi. Et donc là, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans la musique. Et donc, je sais pas exactement où, mais je me suis dit, mais en fait, ouais, j'adore rapper. Quand je revois mes chansons guitare-voix, je me dis, ben, pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas continuer d'écrire des trucs. En fait, c'est ça que c'est. Aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est écrire. Et après, rajouter de la guitare, rajouter une instru de rap derrière. On s'en fout, mais moi ce que je veux c'est faire passer un message et je prendrai beaucoup de plaisir à le faire et j'imagine que si je prends du plaisir à le faire, les gens prendront plaisir à l'écouter et que ça sera pas dégueulasse quoi. Ça m'a vraiment généré un déclic et le fait de jouer devant ma famille et c'était vraiment fort comme moment et donc je les remercie de me... Pardon, j'ai coupé parce que je me suis mis à pleurer. Donc je les remercie de m'avoir fait vivre ce moment. Et bon, il y a eu une petite coupure entre temps. J'étais en train de pleurer là, et en fait, il y a un gars que j'ai croisé à la fromagerie là, tout à l'heure. Je lui ai dit, je fais l'Exatrek, tout ça. Puis en fait, ils sont en camping-car et ils sont garés juste au-dessus. Et là, il est arrivé avec une bouteille de vin et 2 verres. Moi, j'étais en train de pleurer, donc je masquais un peu. Enfin, genre, lui, il était dans une euphorie. Ah ouais, je viens de proposer un truc à boire, un machin. Et bref, moi, j'étais en train de... Je cachais un peu mes larmes, et en plus je lui dis je bois pas d'alcool. Enfin bref, c'était un moment particulier, mais on a quand même bien parlé. Je remercie aux membres de ma famille d'avoir été un super public sur cette petite prestation, et puis d'une manière plus générale, de m'avoir soutenu, de m'avoir fait cette réunion, de m'avoir fait poursuivre la musique. Et je sais qu'en plus, ils sont nombreux à regarder mes vidéos. Donc voilà, moi c'est un super socle pour moi. Et je vais m'arrêter là. Donc on se tient au courant pour les prochaines aventures musicales. Et on continue les aventures de rando. Voilà, trop d'émotions aujourd'hui en une journée là. Wouh! Allez, je vous montre une dernière fois le paysage. Hop. Et je vous souhaite une bonne nuit.